Et si on vous parlait en toute simplicité ? Nous avons mis en place un tracking des bateaux sur lequel la marchandise est financée. Cela permet de détecter si le bateau s'est arrêté dans une zone proche d'un pays sous embargo. Épisode 4, sécuriser les activités de nos clients en appliquant les sanctions internationales. Savez-vous comment les hommes et les femmes du Crédit Agricole œuvrent pour protéger ses clients ? Avec la conformité. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment être innovant et conforme. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sécurisation des activités de nos clients en appliquant les sanctions internationales. 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Parmi les innombrables réactions, retour dans cet épisode sur l'une des réponses de la France et de l'Union européenne, avec des sanctions ciblant la Russie, sanctions notamment financières et qui impliquent les banques. Bonjour Catherine Morand, vous êtes responsable sanctions internationales pour le groupe Crédit Agricole. Bonjour Nicolas. Et bonjour Clémentine Luc, responsable adjointe du pôle sécurité financière de CACIB. Bonjour. Concrètement, Catherine Morand, quand on parle de sanctions internationales, de quoi s'agit-il ? Alors ce sont des mesures qui sont émises par des États ou des groupes d'États, par exemple l'Union européenne, les États-Unis qui sont très connus avec l'OFAC, et puis également la France avec des mesures à l'encontre de terroristes, des mesures de gel des avoirs. Ce sont des mesures qui sont un instrument essentiel de la politique étrangère des États et qui existent depuis de nombreuses années. En tant que banque, quelles sont vos obligations, Clémentine ? Alors les banques accompagnent leurs clients dans leurs opérations de paiement ou dans leurs opérations d'import-export qui sont liées au commerce international. Et à ce titre, les banques doivent s'assurer que ces opérations sont conformes à la réglementation des sanctions qui sont applicables. Et alors la première étape, c'est de décrypter ces textes. Tout à fait. Ces textes paraissent de façon régulière. Et le cas le plus illustratif en la matière est celui de la Russie, qui date de 2014, mais qui est terriblement renforcé en 2022, pour lequel on arrive maintenant à une bonne dizaine de paquets de sanctions, avec un décryptage à chaque parution, lié à la complexité de ces mesures. Et une application qui doit être immédiate. C'est la règle en matière de sanctions internationales. Quand les textes paraissent, ils sont d'application immédiate. On peut parfois avoir quelques exceptions, mais la règle, c'est bien l'application immédiate, en effet. L'autre challenge, c'est que ces sanctions, elles évoluent régulièrement. Oui, alors c'est évolue régulièrement et c'est aussi chaque paquet, en fait, ça élargit les mesures qui sont prises. Donc ça élargit progressivement la liste, le volume, le nombre de personnes visées par les sanctions. Cela introduit un nombre de restrictions importants au niveau des exportations des biens et des technologies à double usage. Il y a des interdictions aussi de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation vers la Russie, de biens et de technologies spécifiques et diverses. Alors on connaît le pétrole, l'acier, le fer, mais aussi des produits de luxe. Et tout cela s'est fait crescendo. Et aujourd'hui, Catherine disait, on en est à une bonne dizaine de paquets, donc ce qui est exceptionnel de par son ampleur. Et l'un des challenges du moment, c'est la question assez sensible du contournement des sanctions que vous regardez de très près. Oui, alors le contournement de sanctions, c'est vraiment un challenge parce que les paquets de sanctions, au départ, étaient vraiment visés sur le pays concerné. Mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que il y a des possibilités de contournement, donc il faut être extrêmement vigilant. Il faut que la banque n'effectue pas d'opérations qui justement seraient à destination finale in fine, par exemple de la Russie. Donc pour cela, on augmente notre vigilance sur des flux financiers avec des pays dits sensibles de contournement de sanctions, qui est des fournisseurs et des acheteurs, avec lesquels on refait nos diligences, on s'assure que la destination finale n'est in fine pas la Russie. Et qui est concerné au sein de la banque ? Alors tout le monde, tous les collaborateurs de la banque, donc les fonctions commerciales bien sûr, les fonctions d'enregistrement des opérations, la conformité puisqu'on est plus expert sur ces sujets. Donc des actions de communication sont régulièrement menées. Alors à la fois externes aussi parce que le client est évidemment concerné par les sanctions, mais en interne régulièrement pour sensibiliser tous les collaborateurs. Si l'on prend l'exemple des sanctions qui s'appliquent sur le luxe et les vins et spiritueux, Catherine Morand, comment ça se met en place ? Alors ça se met en place en apprenant à les appliquer justement. Sur ces restrictions qui concernent le luxe, c'est une innovation de 2022 dans les sanctions à l'encontre de la Russie. Une innovation, pourquoi ? Parce que il y a la mise en place de seuils qu'il faut suivre. Généralement un seuil à 300 €, sauf exception.
Et il y a la parution d'une liste avec des biens qui sont interdits à l'exportation de la Russie, qui sont considérés comme des biens de luxe, mais on n'est pas toujours aligné sur la notion de luxe. Donc il faut faire bien attention à vérifier si les biens qu'on exporte rentrent dans cette catégorie ou pas. On peut y trouver notamment des langes pour bébés, des vélos, etc. Et pour les vins et spiritueux, il y a notamment la question de la valeur, maximum 300 €, c'est ça? Tout à fait. Donc les vins et spiritueux sont visés par les restrictions dites de luxe. Et en l'occurrence, la question s'est posée assez rapidement de savoir comment est-ce qu'on s'assurait que le seuil de 300 € était respecté. En ce qui concerne les vins et spiritueux, on s'est posé la question de savoir est-ce que on prend en compte le prix de la bouteille, est-ce qu'on prend en compte le prix de la caisse, en regardant les factures, puisque tout ça évidemment est mentionné sur ces documents. Et en réalité, c'est ni l'un ni l'autre. On prend en compte le volume d'alcool qui est contenu dans les bouteilles qui sont exportées, ce qui fait appel à des calculs un peu savants. Et pour ce faire, on se repose sur les diligences qui sont menées par les clients. Et ça nécessite une grande coopération avec eux pour s'assurer que, effectivement, ils ont bien vérifié que l'exportation était autorisée, qu'ils respectaient le seuil. Donc on est vraiment dans une coopération complète afin de s'assurer, pour un intérêt commun, que l'opération envisagée est valable. Ensuite, de quelle manière s'assurer de la faisabilité de l'opération, Clémentine Luc? Alors la banque, sur certaines activités comme le trade finance, finance l'importation ou l'exportation de la marchandise. Donc on propose des offres de financement telles que des crédits documentaires. Donc on agit en tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on est intermédiaire entre l'importateur et l'exportateur. Cependant, comme ces transactions sont à caractère international, cela peut engendrer un risque. Donc parmi les contrôles, nous avons mis en place un tracking des bateaux sur lequel la marchandise est financée. Donc dès que la banque a connaissance du nom du bateau ou de son numéro d'immatriculation, selon une approche par les risques, nous suivons les bateaux. On a des alertes. Donc cela permet de détecter si le bateau s'est arrêté dans une zone proche d'un pays sous embargo ou alors dans un port de déchargement dit à haut risque de contournement des sanctions. Donc ainsi, on peut identifier tout comportement atypique ou à risque de sanctions et se rapprocher. Alors on regarde le document de connaissement maritime qui indique le nom du bateau, le pavillon, le propriétaire, le port de chargement et le port de déchargement. Et si on constate des incohérences avec ce qu'on voit entre les documents qu'on a et les alertes qu'on a du tracking, on se rapproche du client et on regarde ensemble les caractéristiques de l'opération afin de se prononcer sur la faisabilité de l'opération ou non. Et toute la question, en fait, c'est de trouver un équilibre entre respecter la loi et ne pas entraver les activités des clients qui n'ont rien à voir avec le conflit. C'est ça, bien que les opérateurs économiques n'aient rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur, notamment en Russie, on doit appliquer les mesures restrictives qui ont été décidées. On parle beaucoup de la Russie, mais il y a aussi des sanctions qui s'appliquent sur d'autres pays. Oui, alors on connaît les grands programmes de sanctions qui sont sur l'Iran, la Corée du Nord, mais il y a des programmes de sanctions sur d'autres pays. Alors c'est pas dans leur globalité, ça va viser plutôt des personnes morales, des individus. Donc il faut faire très attention sur quand on traite des opérations avec aussi ces pays-là, s'il n'y a pas une personne sous sanction dans l'opération. Mais quel que soit le contenu des programmes de sanctions, ils sont d'application obligatoire et nous devons revoir toute opération en lien avec une sensibilité particulière de sanctions. Ça doit être remonté à la sécurité financière et tous ensemble, on regarde si c'est possible ou pas de faire l'opération. Et comment vous résumez l'approche du Crédit Agricole face à ces situations complexes, Catherine ? Eh bien, comme toujours, notre objectif est d'accompagner les clients et dans ce contexte également de sécuriser les opérations en ligne avec notre projet groupe qui est agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Merci beaucoup, Catherine Morand et Clémentine Luc. Merci. Merci. Chaque jour en coulisses, les hommes et les femmes de la conformité accompagnent les clients et toute la société. Prochain épisode, construire un monde plus responsable. Et si on vous parlait en toute simplicité, le podcast de la direction de la conformité.